L'autorité indépendante de gestion des élections EGE entre en fonction. Les 15 membres du collège ont été officiellement installés ce matin par le président de la transition. Pour les 7 prochaines années, ils auront la lourde tâche d'organiser et de gérer toutes les opérations référendaires et électorales. Le colonel Assimi Goïta leur a réitéré sa confiance quant à la bonne organisation des futures élections. Présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État. Les autorités indépendantes et les institutions étaient réunies à Koulouba ce mardi pour présenter leurs vœux au président de la transition. En plus de vœux, un hommage a été rendu au colonel Assimi Goïta pour ses efforts dans la réussite de la transition. Il y a quelques semaines de cela, la décharge de Noumoubougou était dans un état préoccupant. Elle connaît aujourd'hui une nette amélioration. Le constat est fait par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le colonel Abdoulaye Maïga a effectué une visite sur les lieux. Bel exemple de fair play à la Fédération malienne de basketball. L'organisation vient d'organiser son élection présidentielle. Le scrutin s'est très bien passé. Plus de détails en fin d'édition avec Siragatou Sissé. Merci de choisir la télévision nationale du Mali pour vous informer. Bonsoir, bienvenue. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu cet après-midi en audience le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Au centre des échanges, les relations entre les deux pays. Cette audience, a déclaré le diplomate algérien, s'inscrit dans le cadre de la tradition de dialogue fraternel et de concertation étroite entre les deux pays. Ramtan Lamamra, à sa sortie d'audience, est interrogé par Mamadi Kone. L'entretien que je viens d'avoir avec son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, entre bien dans les traditions de dialogue fraternel, de concertation étroite et de coordination et d'échanges réguliers entre les deux chefs d'État qui, par l'intermédiaire de leurs proches émissaires, échangent sur des questions d'importance pour les deux nations, pour notre histoire comme pour notre région et notre voisinage dans son ensemble. Les perspectives qui s'ouvrent pour l'année 2023 sont prometteuses pour chacun de nos pays, pour la coopération et les relations bilatérales, et nous nous réjouissons d'être partie prenante à cette continuité d'efforts et à cette persévérance dans le travail en commun pour faire en sorte que les relations économiques entre nos deux pays reflètent la qualité de la relation historique, de la relation politique entre nos deux nations et nos deux peuples. Dans le même temps, évidemment, comme vous le savez, l'Algérie a été investie de cette responsabilité de chef de file de la médiation internationale, présidente du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Nous sommes en contact permanent avec les parties signataires, les parties maliennes, comme avec l'équipe de la médiation internationale. Nous évaluons la situation, nous nous projetons dans l'avenir et considérez donc cette présente visite à Bamako comme la démonstration de l'engagement permanent de l'Algérie pour l'accomplissement de cette mission. Son Excellence, est-ce que vous avez abordé la dernière sortie du président algérien par rapport au Mali? Le président Tebboune est très proche du Mali. Il est désireux de développer les relations. Il a un suivi constant des développements de la situation au Mali, et je crois pouvoir dire qu'il a une affection pour ce pays, pour son peuple, et lorsqu'il est amené à évoquer le Mali, c'est toujours, ça part toujours d'une bonne intention, et c'est le cas en l'occurrence. Il serait difficile d'expliquer le texte et le contexte dans le cadre restreint de cette interview, mais je vous demande de faire confiance à l'Algérie, à l'amitié de son président, à l'engagement de son président envers le peuple malien frère. En aucune façon, il ne peut y avoir le moindre préjudice au Mali qui viendrait de l'Algérie. Du reste, cela a été démontré dans des moments difficiles, de la même manière que le Mali s'est rangé aux côtés de l'Algérie à des moments particulièrement difficiles, au moment où l'Algérie parachevait sa libération nationale pour restaurer sa souveraineté sur l'ensemble de son intégrité territoriale.
L'autorité indépendante de gestion des élections est désormais opérationnelle au Mali. Le président de la transition a officiellement installé le collège de 15 membres dont ses fonctions, nommés par décret pour 7 ans, un mandat de 7 ans, non renouvelable. Ils ont une lourde tâche qui est l'organisation et la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales. À cette cérémonie, le président de la transition a mis l'accent sur le rôle important que doivent jouer les membres de l'EJ pour la bonne tenue des élections, clé de la démocratie. C'était ce matin dans la salle des banquets à Koulouba. Sira Bachili a suivi la cérémonie suivante. La marche vers la transparence des élections. Le président de la transition installe officiellement les membres désormais désignés pour cette tâche. L'EJ, l'autorité indépendante de gestion des élections. Cet acte rend opérationnel le collège qui a désormais en main la destinée de la démocratie malienne à travers les missions qui lui sont confiées. L'organisation et la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales. Au nombre de 15, ces hommes et femmes ont été nommés par décret le 12 octobre 2022 pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Ils ont prêté serment devant la Cour suprême le 20 octobre 2022. Et depuis, l'autorité est à l'œuvre. Nous accorderons une attention toute particulière au fichier électoral, dont l'actualisation nécessitera une harmonisation des données de l'état civil et le fichier lui-même. L'EJ mettra également un accent particulier sur les opérations de dépouillement des bulletins de vote, du recensement des votes, de la centralisation, de la proclamation, de la publication des résultats provisoires des scrutins par bureau de vote. Je puis respectueusement vous assurer que nous avons une conscience lucide et claire de la réussite des missions assignées à l'EJ. Missions que nous accomplirons avec responsabilité et forte conviction. Mais au-delà, l'EJ sera elle aussi exigeante à l'endroit de tous les acteurs du processus électoral pour un respect scrupuleux de ses prérogatives légales. Prérogatives sur lesquelles reposent les soubresauts de la démocratie. Les Maliens y tiennent et ont voulu la mise en place de l'EJ, doléances exprimées lors des assises nationales de la refondation. Elles ont été rappelées par le président de la transition. Le colonel Assimi Goïta insiste sur le rôle de l'EJ pour la bonne tenue des élections. Dans un système démocratique énoncé à travers les principes dorénavant célèbres, je cite, « le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple », fin de citation. Les élections constituent la seule voie pour accéder aux fonctions politiques. C'est à travers les élections que se met en place une procédure de décision politique inclusive dans un État. En cela, elles permettent à tous les citoyens, quelle que soit leur origine sociale, de prendre part à la prise de décisions qui engagent la vie de la nation. Aussi, les élections doivent être organisées de manière transparente afin que les résultats des scrutins reflètent les votes des citoyens. C'est à cet impératif que répond la création de l'autorité indépendante de gestion des élections. C'est au regard de son importance décisive pour le processus électoral que le choix a été fait de donner un caractère inclusif à cet organe à travers une composition faisant intervenir les pouvoirs publics, les partis politiques et la société civile. Je voudrais vous féliciter pour votre désignation en qualité de membre de cet important organe. À présent, vous devez mesurer le poids de la responsabilité qui pèse sur vos épaules. L'EJ, une alternative aux multiples crises post-électorales que le Mali a connues. Il s'agit également de mettre en route les réformes politiques et institutionnelles pour une véritable refondation. La refondation de l'État, dont plusieurs axes sont en cours de réalisation, requiert l'engagement de chaque Malienne et de chaque Malien en créant les conditions de l'expression du libre choix des électeurs. Nous assurerons la grande légitimité à nos futurs dirigeants. L'objectif ultime que nous poursuivons est la mise en place d'une démocratie stable et apaisée, susceptible de créer au profit de toutes les couches sociales de notre pays. Ceci est l'esprit du Mali Koura que nous sommes en train de bâtir avec fermeté, pierre par pierre. Il s'agit d'un Mali politiquement et économiquement fort,
à la souveraineté reconquise, défendue par des dirigeants légitimes qui sont en harmonie avec le peuple. Je ne doute point que vous serez à la hauteur de ces défis. Aussi voudrais-je vous assurer de mon soutien et celui du gouvernement. Le compte à rebours a donc commencé pour l'EJ à partir de ce 10 janvier 2023. La machine tourne, ses premières copies ou premières productions sont attendues au scrutin du référendum prévu dans le calendrier électoral en mars 2023. Présentation de vœux à Koulouba. En présentant leurs vœux de nouvel an au chef de l'État, les présidents du Conseil national de transition, de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle n'ont pas manqué de rappeler les difficultés qu'a connues le Mali en 2022. Tous saluent la résilience des Maliens, les efforts du gouvernement et l'engagement du président de la transition, Ibrahima Traoré. Vœux des présidents d'institutions au chef de l'État, le temps d'évoquer aussi des questions d'actualité, des actions réalisées en 2022 et des perspectives. Le président de la Cour constitutionnelle dit suivre avec attention les chantiers des réformes en cours. Il salue particulièrement la création de l'EJ et le processus de rédaction de la nouvelle constitution. Amadou Ousmane Touré souhaite que les principes édictés par le président de la transition soient pris en compte dans la nouvelle loi fondamentale et formule une recommandation relative à la gestion des élections au Mali. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect du choix de nos partenaires, la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. Ces principes, symboles de dignité et de responsabilité, qui sont très largement validés par tous les Maliens, méritent d'être clairement et proprement réécrits, réaffirmés et rappelés de façon principale dans la nouvelle Constitution au titre relatif de l'État et de la souveraineté. Pour la réussite de nos missions électorales qui restent encore très importantes dans la nouvelle législation, il nous faudra obtenir de l'État les moyens complémentaires. La Cour constitutionnelle doit disposer sous sa seule responsabilité d'un outil informatique robuste et performant, conçu pour répondre à ces besoins spécifiques d'une juridiction électorale. En 2022, la Cour suprême n'a pas chômé. Malgré l'insécurité, les cours et tribunaux continuent à s'acquitter de leurs charges, selon le président de l'institution, Fatouma Terra. Le parquet général de la Cour suprême a réglé au cours de l'année qui s'achève 620 dossiers, dont 91 réquisitoires en matière pénale et 529 avis et conclusions en matière civile, commerciale et sociale. La section judiciaire a rendu du 1er janvier à ce jour 466 arrêts. La section des comptes a, au plan juridictionnel, rendu 45 arrêts en matière de jugement des comptes des comptables supérieurs du Trésor et 145 arrêts en matière de jugement des comptes de gestion des collectivités territoriales. En matière de discipline financière et budgétaire, elle a transmis au parquet général de la Cour suprême 10 dossiers, dont 6 déférés, et 4 rapports d'instruction et rendu un arrêt de condamnation. 20 dossiers sont en cours d'instruction par les rapporteurs. La section des comptes a également reçu les serments de 61 comptables publics, toutes catégories confondues. L'année écoulée a été dense au Conseil national de transition, dont l'effectif est passé de 121 à 147. L'organe législatif a adopté plus de 70 projets de loi régissant divers secteurs, notamment la poursuite du processus de transition, la défense et la sécurité nationale ou encore la prise en charge des dépenses électorales. Excellences, Monsieur le Président, courant 2022, vos multiples gestes et œuvres sociales à l'endroit des populations sinistrées ou démunies, ainsi que votre solidarité agissante en faveur des pupilles de la nation et des pupilles de l'État, ont été fortement appréciés par nos compatriotes. Il en est de même des efforts notoires fournis par le gouvernement sous votre leadership visant à lutter contre la vie chère et soulager les populations maliennes. Par ailleurs, l'occasion est bonne pour saluer votre engagement dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière, qui demeure l'un des axes majeurs de la transition. Aussi,
Nous sommes parfaitement confiants qu'avec la trajectoire actuelle empruntée par le Mali, au double plan national et international, notre pays poursuivra sereinement sa belle progression dans les concerts des nations. C'est le lieu également pour moi de vous remercier du fond du cœur pour avoir enfin doté l'Assemblée nationale d'un nouveau site d'une superficie de plus de 11 hectares dans la zone aéroportuaire de Bamako-Sénou. Colonel Malick Diaw n'a pas manqué d'aborder le dossier des 49 militaires ivoiriens graciés par le chef de l'État, mais avec une dose d'humour. Ce qui aurait dû être simplement traité comme un différend bilatéral a été vite instrumentalisé par des personnalités et organisations mal intentionnées pour jeter notre pays en pâture. Mais c'était sans compter sur votre traditionnelle clairvoyance et surtout votre imperturbabilité. Cela prouve à suffisance que votre Nyamakoudji, malgré son fort dosage et sa date de péremption fixée au 31 décembre 2022, a été bien consommé, Monsieur le Président, et en douce. Aujourd'hui, Dieu merci, cette page est définitivement tournée au bénéfice exclusif des peuples frères maliens et ivoiriens. Face aux multiples défis, tous appellent à l'union sacrée des Maliens. Par la capacité de résilience de ce peuple, tous sont convaincus que le Mali se relèvera des difficultés de toute nature qu'il connaît aujourd'hui. Il n'y aura pas d'augmentation des tarifs d'eau et d'électricité, assurance donnée ce matin par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, lors de la présentation des vœux de nouvel an des autorités administratives indépendantes et des institutions. Il préconise plutôt le renforcement des infrastructures pour la diminution des coûts de production. Le chef de l'État a favorablement accueilli la création d'un portail pour la gestion transparente des marchés publics et d'une agence chargée de l'indemnisation des victimes des événements de mars 2012 à nos jours. La synthèse de la réponse du président de la transition avec Siaka Konaté. 2022 ayant été une année éprouvante, mais révélatrice de la résilience des Maliens, le président de la transition ne veut pas en rajouter aux difficultés de ses compatriotes, déjà éprouvés par la cherté de la vie, en acceptant une augmentation des tarifs d'eau et d'électricité proposée par les autorités administratives indépendantes dans la présentation de leurs vœux de nouvel an. C'est avec un grand intérêt que j'ai noté vos doléances au sujet de l'augmentation des tarifs de l'eau et de l'électricité. Néanmoins, au regard du contexte difficile que nous vivons, il serait judicieux d'investir de prime abord dans le renforcement des infrastructures hydrauliques et électriques, à mesure d'obtenir une baisse des coûts de production. S'agissant du faible niveau de recouvrement, vous devez entamer une vaste campagne de sensibilisation auprès de la population afin qu'elle comprenne les contraintes que vivent les secteurs de l'eau et de l'électricité. Le président Goïta a félicité les autorités administratives indépendantes pour les résultats qu'elles ont obtenus avant de les exhorter à plus de persévérance pour relever les défis liés à leur domaine d'intervention respectif, malgré le contexte difficile, notamment l'amélioration des relations entre l'administration et ses usagers, la promotion des droits des citoyens, la protection des données à caractère personnel, la lutte contre la corruption, la délinquance financière et l'enrichissement illicite. Pour plus de transparence dans la gestion des marchés publics, un portail sera créé en 2023, une annonce bien accueillie par le président de la transition. Ceci est le lieu de saluer l'initiative de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics qui envisagent la création d'un portail de régulation de la commande publique. Par ce système, la régulation des marchés publics connaîtra un nouvel essor car elle s'effectuera dorénavant sur des bases transparentes tout en permettant une évaluation du système de passation des marchés publics. L'indemnisation des victimes des événements de mars 2012 à nos jours tient à cœur les autorités. Une structure chargée de la gestion de cette question verra le jour et le président exige la transparence de ce processus. Des dispositions sont déjà en cours pour mettre en place
l'Agence et le Centre pour l'unité et la paix afin de permettre à l'État de tenir ses engagements vis-à-vis des victimes devant être indemnisées. Il est attendu de ces structures une observance stricte des procédures d'indemnisation dans le but de soulager les peines de celles et ceux qui fondent beaucoup d'espoir sur le rôle de l'État en cette circonstance. Tout en se félicitant du dévouement des institutions pour le fonctionnement harmonieux de l'État, les chefs de l'État les invitent à s'investir pour la réussite des réformes en cours et du processus électoral à venir qui connaît déjà des avancées avec l'adoption d'une nouvelle loi électorale et la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections (EGE). Les autorités indépendantes, le Conseil économique, social et culturel et le Haut Conseil des collectivités ont présenté leurs vœux de nouvel an au président de la transition, occasion pour les uns et les autres de rendre hommage au chef de l'État pour les efforts consentis. Tous ont mis l'accent sur les réalisations de leurs structures respectives avant de jeter un regard rétrospectif sur la situation générale du pays. Le point avec Aloussène Touré. C'est au nom du bureau du médiateur de la République, de l'OCLEI, de la CENTIF, de la CVJR, de l'APDP, de l'ARMTP, de la CREI et de l'autorité de régulation des marchés publics que le président de cette dernière autorité s'est adressé au président de la transition. Occasion pour lui d'annoncer 5 987 usagers reçus par les services du médiateur de la République au cours de l'année qui vient de s'achever. Entre la période du 2 janvier au 30 décembre 2022, les services du médiateur de la République ont reçu au total 5 987 usagers, dont 2 861 à Bamako et 3 126 dans les délégations territoriales. Il a été question de l'organisation simultanée d'une journée porte ouverte à Bamako, au siège de l'institution et dans les délégations territoriales, de la signature de conventions de collaboration avec des partenaires, des activités de formation, de partage d'expériences à travers des ateliers en matière de prévention et de gestion de conflits communautaires avec les légitimités traditionnelles. Les autorités administratives indépendantes saluent en cœur les réformes enclenchées par les pouvoirs publics et expriment leur soutien au processus. Toutes ont exprimé leur espoir de voir leur structure renforcée, notamment au plan humain, matériel et financier. Le président du Conseil économique, social et culturel s'est réjoui de la trajectoire actuelle de la transition et salue les acquis engrangés. Le Conseil économique, social et culturel a pu recenser que les corollaires entre les paroles et les actes, la cohérence des décisions s'inscrivent dans les toutes premières pages de la satisfaction de la société civile en général face au régime de la transition qui a opté pour un Mali courant. Les équipements militaires et sécuritaires de pointe pour la restauration et la protection de l'intégrité du territoire. L'organisation des masses populaires en force politique populaire pour endurer et juguler les décisions injustes, illégales, illégitimes imposées au peuple par des adversités intérieures et extérieures, notamment le 14 janvier 2022, où les forces populaires ont fait montre d'un patriotisme, d'une adhésion à votre vision d'un Mali souverain. La promulgation d'une loi électorale et l'établissement d'un calendrier des élections sous la direction de l'autorité indépendante de gestion des élections. La rédaction d'un avant-projet de constitution confié à une commission en vue d'intégrer les amendements désirés par les couches de population. Quant au président du Haut Conseil des collectivités, il a exprimé sa foi en le Mali et la capacité de notre pays à transcender les difficultés. Nous le disons avec fierté. Nous sommes heureux de faire partie de cette belle aventure humaine pour laquelle nous ne marchandons ni notre soutien politique, ni nos ressources. Au Haut Conseil des collectivités, vous trouverez des hommes et des femmes engagés, des partenaires déterminés à vous accompagner pour l'aboutissement des grands chantiers de la transition. Tous les intervenants ont salué la magnanimité du président Goïta, qualité qui lui a permis de procéder à l'élargissement des soldats ivoiriens après un procès ayant satisfait aux règles du droit
avec en prime le respect de la séparation des pouvoirs. Ce communiqué relatif à la grâce accordée aux militaires ivoiriens par le président de la transition, la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, réitère à son Excellence colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et à son gouvernement son soutien et son engagement pour la refondation du pays. La CDTM rappelle qu'en raison de son engagement pour la paix et la stabilité de notre pays, elle a toujours géré ses revendications dans le cadre du dialogue social. Le pape Benoît XVI est décédé le 31 décembre 2022. Suite à ce douloureux événement, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a présenté ce matin les condoléances du gouvernement du Mali à l'archevêque de Bamako. Il a saisi l'occasion pour signer le livre de condoléances à cet effet. Batraouri. La communauté chrétienne catholique est en deuil suite à la disparition du pape Benoît XVI le 31 décembre dernier. Le gouvernement du Mali mesure la dimension de cette perte et s'associe à la douleur du monde chrétien. C'est dans ce cadre que le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes s'est rendu à l'archevêché de Bamako. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, et le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, chef du gouvernement, pour présenter à la communauté catholique chrétienne entière les condoléances du peuple malien dans le cadre du rappel à Dieu le pape Benoît XVI le 31 décembre passé. C'est pour vous dire que toute la population malienne associe à cette douleur, associe à cette perte d'homme qui a consacré toute sa vie à l'humanitaire et à la réconciliation entre les peuples. Le cardinal Jean Zerbo, qui vient de regagner Bamako après un bref séjour à Rome, dit ne pas être surpris par cette démarche des autorités du Mali. Moi, j'accueille ça avec reconnaissance et joie, parce que dans notre tradition, quand il y a un événement heureux ou malheureux, le voisinage, les amis, même des gens qu'on ne connaît pas, ils s'éprouvent le besoin de partager. Lui, il est venu aujourd'hui s'inscrire dans cette tradition. Quand il y a un décès, une fois qu'on a appris qu'il y a le décès, on fait le déplacement, on envoie un message pour prendre les condoléances. Il est venu à ce titre-là. Non seulement en son nom, mais au nom du président de la République, je dirais même au nom de l'ensemble des Maliens. Et les circonstances, c'était le rappel à Dieu du pape Benoît XVI. Signature du livre de condoléances, prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu et pour la paix au Mali ont été les derniers temps forts de cette cérémonie. Le nouvel ambassadeur du Mali en Iran, Mohamed Maïga, a présenté le dimanche dernier ses lettres de créance au président de la République islamique d'Iran, Dr Ebrahim Raïssi. L'ambassadeur Maïga a transmis au président iranien les salutations chaleureuses et fraternelles du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et celles du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien. Il lui a témoigné la volonté des plus hautes autorités du Mali de rehausser les relations bilatérales à la hauteur des immenses potentialités économiques et commerciales dont regorgent ces deux pays dans le cadre d'une coopération bilatérale solidaire, dynamique et gagnant-gagnant. Pour sa part, le président Raïssi a réitéré la disponibilité de son pays à poursuivre et à renforcer la coopération dans tous les domaines et à soutenir le peuple et le gouvernement malien dont il a apprécié la résilience face aux difficultés endurées et aux adversités de toutes sortes ces derniers temps. Il a insisté sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des projets identifiés lors de la première commission mixte Mali-Iran, de diversifier et d'identifier la coopération dans tous les secteurs d'intérêt commun. Il a en outre invité son homologue malien à effectuer une visite officielle en République islamique d'Iran à sa convenance. Depuis plusieurs mois, des installations et des postes de distribution électrique de la société EDM-SA sont régulièrement vandalisés par des individus mal intentionnés dans certains secteurs de la capitale. Entre novembre et décembre 2022, EDM-SA a enregistré 15 cas de vol de câbles
Et la conséquence immédiate de ces actes est l'interruption de la fourniture de l'électricité dans certains quartiers. Face à l'ampleur du phénomène, la société EDM-SA entend intensifier l'information et la sensibilisation de la population pour sa collaboration en vue de démanteler le réseau des malfrats et leurs complices. Reportage Jules Sambou, Sissoko. La société EDM-SA s'active au quotidien en mettant les bouchées doubles pour assurer la fourniture d'électricité en continu à la population. Au même moment, des individus s'attaquent à des installations ou postes de distribution d'EDM-SA par des actes de vandalisme et vol de câbles et matériel électrique. Ces comportements d'incivisme et répréhensibles sont à l'origine des interruptions d'électricité dans plusieurs quartiers du district de Bamako. En fait, hier, on a été confronté à ces problèmes au niveau de ces postes. Les postes en question là alimentent les tronçons, la descente du pont FAD jusqu'au niveau hôtel Olympe. Une fois l'installation vandalisée, l'éclairage public du tronçon a été interrompu. Donc du coup, on était obligé d'intervenir à temps compte tenu de la sensibilité du tronçon. Nous connaissons ces cas-là à travers la ville de Bamako, dans beaucoup d'artères sensibles. Alors que l'éclairage public, en plus de l'aménagement de la ville, contribue beaucoup à la sécurisation des personnes et de leurs biens. S'attaque, comme on dirait, à nos installations, parce que vous savez, les matériels épais sont coûtés. C'est de voler, comme on dirait, nos matériels, nos installations et aller les revendre. Face à ce phénomène, la société EDM-SA tire la sonnette d'alarme et sollicite la franche collaboration de la population en vue de démanteler le réseau des voleurs et leurs complices. C'est un acte très récurrent dans ces derniers temps. Du mois de novembre au mois de décembre, nous avons enregistré déjà 15 cas de postes vandalisés et ça nous crée d'énormes préjudices dans la souffrance de la population qui est souvent coupée de courant pendant 24 à 48 heures pour des actes déjà. Il y a aussi des pertes énormes de matériel et surtout par rapport au nombre d'abonnés coupés. C'est pourquoi nous demandons l'appui de la population, le concours de la population pour qu'ils veillent au grain et qu'ils nous dénoncent chaque cas suspect qu'ils rencontrent sur le réseau. Non seulement à l'EDM, la police ou la gendarmerie. Les hommes de médias s'engagent à amplifier le message de sensibilisation d'EDM-SA par rapport à cette préoccupation commune. Le Mali s'est engagé dans la marche vers l'atteinte de l'agenda 2030 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable ODD. D'importantes réalisations ont été faites dans ce sens. C'est pour consolider ces acquis que se tient l'atelier des acteurs du système national de planification sur la méthodologie, calcul des coûts des activités et du programme budgétaire. Reportage Mamadou Fane. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme conjoint financier le développement du capital humain au Mali, le PNUD a inscrit dans son plan de travail budgétaire annuel 2022 la mise en place d'une assistance technique. Cette démarche vise à accroître les capacités du ministère des Finances pour mener à bien les réformes essentielles en matière d'efficacité de la dépense publique. Il s'agit de deux activités qui entrent dans le cadre d'un partenariat plus global que nous entretenons avec le gouvernement, notamment à travers le ministère de l'économie et des finances, pour essayer de renforcer la mobilisation des ressources et améliorer les dépenses pour mieux financer le développement et notamment les ODD. Nous parlons beaucoup de la budgétisation assise sur les ODD parce qu'il s'agit en fait de faire en sorte qu'au niveau de la mobilisation des ressources, donc des outils de mobilisation des ressources dans le cadre du budget, de la manière dont nous dépensons les ressources que nous avons mobilisées et même des financements que nous mobilisons, des outils de financement que nous utilisons, nous essayons de nous assurer qu'ils nous permettent d'atteindre les objectifs de développement durable. L'initiative de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la réforme des finances publiques permettant de maîtriser les coûts et de renforcer les dispositifs de contrôle. Il s'agira au cours de cet atelier de contribuer à l'avènement du contrôle de gestion dans l'administration à travers une bonne connaissance des mécanismes de calcul des coûts des activités des programmes budgétaires, ainsi que l'importance, les enjeux et les défis de la budgétisation axée sur les ODD. Vos échanges au cours de cet atelier vous permettront de mieux cerner l'importance et la pertinence de ces deux approches de programmation budgétaire.
Cet atelier qui regroupe une cinquantaine de participants sur 2 jours regroupe plusieurs structures de l'État. Je vous l'annonçais dans le sommaire, la décharge de Numuburu qui était dans un état préoccupant il y a quelques semaines connaît une nette amélioration. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qui était en visite sur les lieux, colonel Abdoulaye Maïga, a fait ce constat. Plus de détails avec Ali Jumatina. Aménagée par l'État pour gérer la situation des déchets devenus un véritable casse-tête dans la capitale, la décharge de Numuburu était aussi confrontée dans ces derniers temps au problème de gestion des déchets sur le site. Le ministre d'État qui avait donné des instructions à la mairie du district de Bamako il y a 3 semaines s'est rendu encore à Numuburu pour constater l'état du site. Aujourd'hui, la question de l'assainissement est une question éminemment politique qui est suivie de très près par nos plus hautes autorités, au premier chef, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Nous savons que le constat à l'issue de la première visite était vraiment alarmant. Nous avons pu observer que les ordures étaient déposées vraiment dans un désordre, un grand désordre. Aujourd'hui, grâce à l'effort des pouvoirs publics, grâce à l'effort de la mairie du district, et que je félicite ici, et également l'implication des différents maires des communes de Bamako, on sent une amélioration. Mais cela ne veut pas dire que le problème est réglé. Et je pense que c'est après avoir eu encore quelques difficultés, notamment le feu qui dérange, dont la fumée dérange beaucoup les populations de Numuburu, il est important pour nous de poursuivre nos efforts afin de soulager cette population. Et surtout de penser à l'équilibre. La question de la salubrité de Bamako ne doit pas se faire au détriment de la population de Numuburu. Donc la décharge finale de Numuburu doit également être mieux gérée. Avec la conjugaison des efforts, la décharge de Numuburu est opérationnelle, même si quelques difficultés sont à signaler. L'infrastructure a été réalisée, mais l'opérationnalisation de cette infrastructure pose problème. Quand on amène les déchets des communes pour les amener au niveau de la décharge, il faut mettre en place un dispositif pour que les déchets puissent être gérés de manière que la cellule puisse être opérationnelle. Malheureusement, après l'installation, l'opérationnalisation de la cellule pose problème. Ces déchets en contact avec le feu, vous voyez, pour pouvoir l'éteindre, ce n'est pas facile. Mais ce que j'ai proposé tout de suite au maire, c'est d'organiser entre nous, les ministères des Transports et des Infrastructures est prêt à participer, entre les ministères en charge de la protection civile, les ministères de l'administration territoriale, d'organiser une opération coup de poing. Le ministre d'État, lors de la visite, a invité les différents acteurs impliqués dans la gestion des déchets de faire des propositions dans les jours à venir pour la prévention du site de Numuburu. La délégation a saisi l'occasion pour visiter le nouveau dépôt de transit de Bamako en chantier. Signalons que la décharge de Numuburu est ouverte pour Bamako et Koulikoro. Point Covid. Ce 10 janvier 2023, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 270 tests réalisés, 0 patient guéri, 0 décès. Actuellement, une personne est sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Le RTM est victime d'une cyberattaque à travers une de ses pages Facebook. Que faut-il comprendre de cette attaque? Pour plus de précision, écoutons Ousmane Bamba, cyberjuriste, au micro de Abdul Karim Kaba. L'une de vos pages Facebook qui a été créée en janvier 2020 est aujourd'hui victime d'une cyberattaque et des cyberdélinquants, entre guillemets, ont pris possession de votre site depuis le Vietnam. Ils mettent sur la page des images inappropriées pour une télé comme la télé nationale. Donc moi, quand j'ai été alerté, on a essayé de regarder. On a récolté un certain nombre d'informations qui nous prouvent effectivement que c'est depuis le Vietnam que la chose a lieu. Que la page n'est plus une page actuelle de l'ORTM. C'était une ancienne page que vous avez délaissée en 2021 parce que la dernière mise à jour date, je crois, d'avril ou juin 2021. Donc, c'est quelque part que vous êtes victime de votre célébrité parce que c'est une page qui est suivie par plus de 200 000 membres.
pour ce genre de pages, on ne les abandonne pas. Votre erreur, ça a été d'abandonner la page et des gens qui en ont besoin pour se faire une autorité ont pris le contrôle. Il faut aller dans les stories pour voir ce qu'il a publié. C'est des images un peu inappropriées de publicité, de bikini et autres là. C'est pas aussi méchant pour l'instant. 200 000 membres, vous savez combien ça fait? Ça fait 4 fois le stade du 26 mars. Donc vous avez des gens qui vous suivent et qui remplissent 4 fois le stade du 26 mars. Ce n'est pas rien. Quand le cyberhacker arrive sur le site, la première des choses, c'est qu'il change les mots de passe. Et quand il change les mots de passe, les administrateurs classiques n'ont plus accès à la page. Est-ce que c'est ce qui a été fait? Si c'est ce qui a été fait, cette première option n'est plus d'actualité. Sinon, si ce n'est pas le cas, s'il y a un des administrateurs qui a encore la main, lui, il va changer le mot de passe ou il peut faire de vous, de moi, de quelqu'un d'autre, un administrateur temporaire pour qu'on change ça. Alors, si ce n'est pas le cas, il faut signaler la page. Et quand on signale la page, ce n'est pas du tic au tac parce que c'est des milliers de pages de ce genre qui sont signalées à Facebook tous les jours. La première édition des journées culturelles et sportives du Bakounou s'achève sur de bonnes notes. 3 jours durant, le savoir-faire culturel de cette localité située dans la région de Nara était à l'honneur et c'est la course des chevaux tant attendue qui a bouclé la boucle. Les temps forts de la cérémonie de clôture, c'est avec nos envoyés spéciaux à Nara, Abdoulaye Sako, Djili Maranjabati. Entre la commune de Bakounou dans la région de Nara et les courses de chevaux, c'est une longue histoire d'amour. D'ailleurs, la localité se vante d'être le berceau des chevaux. La ferveur autour de cette course hippique qui boucle ces journées culturelles et sportives en est l'illustration parfaite. Le cheval de Nara, il ne peut pas frapper dans les terrains pour nous. Donc c'est vous qui avez gagné? Oui. Après une course très serrée dans la catégorie des cracks, c'est le cheval de Kingi qui se classe premier. Le bilan ne peut être que positif. D'autant plus que pendant 3 jours, nous avons vu les enfants du Bakounou parler de la culture. Ils ont mis en exergue la richesse culturelle du Bakounou. Et aujourd'hui, nous clôturons avec la course des chevaux, qui est une discipline sportive très prisée dans la région de Nara. Le Mali et la Mauritanie sont 2 pays frères liés par la géographie, mais surtout par la culture. La délégation qui a fait le déplacement souhaite la pérennisation de telles activités. Ces 3 jours, c'est une joie pour moi et pour toute l'équipe qui est avec moi pour vivre là une première fois le Bakounou, ballet que j'ai entendu dans le chant des griots et je dors sous le ciel de ballet en pleine lune. C'est la joie. Et la spécificité encore de cette manifestation, c'est que ça va au-delà du Mali, ça va au-delà de la Mauritanie. Le sabre, symbole de bravoure, et un tableau ont été attribués au ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara. Ces distinctions ont été remises à son représentant. À suivre après ce journal et magazine sur l'inauguration du nouveau siège de l'agence du bassin du fleuve Niger ABFN, situé dans la cour des eaux et forêts à Tabakoro. Le bâtiment à 3 niveaux plus rez-de-chaussée a été conçu et exécuté par des ingénieurs nationaux pour plus d'1,3 milliard de francs CFA entièrement financés par le budget national. Sport. Élection à la présidence de la Fédération malienne de basketball. Sidagatou Sissé nous dit que l'organisation sportive a montré un bel exemple de fair play à cette occasion. Focus sur le fair play du basketball avec Sidagatou Sissé. À l'unanimité, nous félicitons le président qui a été déclaré élu et toute son équipe et nous les exhortons à faire du basketball malien l'unique priorité de leur mandat. Ce message de fair play du collectif des 4 candidats à la présidence de la Fédération malienne de basketball est enregistré dans les annales du sport malien. Dans l'histoire des fédérations sportives nationales, jamais un candidat ou un collectif de candidats n'a pris son courage à 2 mains pour féliciter le vainqueur. C'est une première dans l'histoire des fédérations sportives nationales, qu'un candidat perdant et un candidat malheureux félicite le vainqueur. Salue les résultats de l'élection sans les contester. Donc, c'est vraiment une première et ça mérite d'être souligné et surtout encouragé. Je pense que le grand mérite revient d'abord aux perdants
parce que la plupart du temps, ce sont les perdants qui font les mauvais perdants. Pour une fois, une élection au niveau fédération s'est bien déroulée. À l'heure où ça gronde ailleurs, la famille du basket vient de montrer à la face du peuple malien et du monde son esprit de grandeur et sa maturité. Cet exemple que le basket a donné doit inspirer les autres fédérations parce qu'à chaque fois, malheureusement, on assiste à des élections contestées qui amènent des crises à répétition dans les fédérations. Donc c'est un très bel exemple que le basket vient de donner et j'espère que les autres fédérations vont s'inspirer de cette leçon qui a été donnée par le monde du basket. Le mandat d'un bureau fédéral est de 4 ans et renouvelable pour exécuter son programme d'activité. Puisse cet acte fondateur du collectif de la Fédération malienne de basketball inspirer d'autres fédérations nationales sœurs. Le peuple attend avec impatience. Page noire de cette édition, Djibril Tangara n'est plus. L'ancien ministre est décédé le lundi en début de soirée à l'âge de 73 ans, des suites d'une longue maladie. Ces obsèques ont eu lieu chez lui à Sogonigo. Cet après-midi, parents, amis et anciens collaborateurs l'ont conduit à sa dernière demeure au cimetière de Sogonigo. Aliou Abdoulaye Touré. Après une longue maladie, Djibril Tangara a perdu le combat que personne ne gagne contre la mort. L'homme que la mort a arraché à l'affection de tous est né un 12 décembre 1950 dans l'arrondissement de Kiyan, région de Sikasso. Il débute le premier cycle en 1956 à Kiyan. En 1963, il rejoint ses parents en Côte d'Ivoire où il poursuit ses études fondamentales et secondaires et il obtient le bac classique en 1972. Avec son bac, il intègre l'ENA d'où il sort comme inspecteur des impôts. Il fit successivement directeur régional des impôts à Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Il a été ministre des Sports, ministre du Développement social dans le gouvernement ATT, président fondateur du parti FCD, Force citoyenne et démocratique, parti membre du FSD. Il a soutenu la candidature de Soumaïla Cissé en 2013 et 2018. Pour sa famille, ses amis qui l'ont côtoyé, c'est une grande perte. C'est une perte pour la famille Sidibé aujourd'hui. Parce que nous l'avons connu dans tous nos événements sociaux. Il était là. Il était avec abnégation, courage. Djibril a contribué à la consolidation des liens de famille. Ce que je retiens du ministre Djibril Tangara, c'est sa grande capacité d'écoute, son sens élevé du devoir et du rassembleur. Quelqu'un de très franc, de très honnête, quelqu'un qui aimait partager tout ce qu'il avait, quelqu'un qui aidait beaucoup ceux qui n'avaient pas de moyens. Djibril Tangara était un grand commis de l'État qui a occupé de hautes fonctions au sein de l'État, qui m'a précédé au ministère de la Jeunesse et des Sports, mais également qui a été ministre du Développement social. Donc je viens ici présenter mes condoléances à sa famille, à ses proches, au nom du président de la transition chef de l'État, au nom du Premier ministre et au nom de l'ensemble des membres du gouvernement. Djibril Tangara a fait valoir ses droits à la retraite en décembre 2013. Il repose pour l'éternité au cimetière de Sogoniko. Que son âme repose en paix. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.